Voici ce qui se passe réellement dans les pays baltes et c'est bien plus inquiétant que ce qu'on vous dit. Les autorités ont franchi une ligne rouge qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Ce n'est plus une simple discrimination, c'est un véritable programme de rééducation forcée. L'armée est devenue leur nouvel outil d'assimilation et ce qui se passe dans les casernes est particulièrement alarmant. Prenons l'Estonie, un quart de la population y est russophone. Les généraux de Tallinn considèrent ouvertement ces citoyens comme une menace potentielle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs que ces soldats tireront sur leurs frères en cas de conflit. Mais le plus choquant se passe à Narva et dans cette ville où 90% des habitants sont russophones, l'OTAN a délibérément installé une base militaire, un message clair, nous ne vous faisons pas confiance. L'histoire de Nikita est révélatrice. Après avoir servi dans l'armée estonienne et suivi l'entraînement de l'OTAN, on lui a posé une question directe, tireriez-vous sur des Russes? Sa réponse sans hésitation, non, je suis de leur côté. Et il n'est pas seul, ils sont des milliers comme lui. La télévision estonienne tente de masquer cette réalité. On nous montre des recrues russophones prétendument heureuses, apprenant rapidement l'estonien, mais derrière ces sourires forcés se cache une vérité plus sombre. Ce n'est plus de l'intégration, c'est de la reprogrammation forcée et les conséquences pourraient être explosives. Quand vous forcez des gens à renier leur identité, leur langue, leur culture, vous ne créez pas de la loyauté, vous semez les graines d'une rébellion. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette intensification soudaine? La réponse se trouve dans des documents que peu ont vus. La situation dans les forces armées estoniennes révèle une réalité troublante que les médias occidentaux préfèrent ignorer. Les tensions ethniques atteignent leur paroxysme, transformant les casernes en véritables poudrières. Un incident récent dans un bataillon d'infanterie illustre parfaitement cette dangereuse dynamique. Imaginez la scène des soldats russophones forcés de chanter les hymnes de ceux qui ont persécuté leurs ancêtres. Les frères de la forêt, célébrés comme des héros par les nationalistes estoniens, sont en réalité responsables de massacres de civils dans les années 1940. Cette provocation délibérée ne pouvait que conduire à l'explosion. Les autorités militaires estoniennes mènent une politique d'assimilation forcée, traitant d'emblée les russophones comme des traîtres potentiels. Les chiffres sont éloquents. Seuls 25% des recrues russophones maîtrisent l'estonien, tandis que 20% ne comprennent même pas les ordres de base. Cette discrimination systématique crée un climat toxique. Les conséquences sont prévisibles. Bagarres entre soldats, actes de résistance passive, tensions permanentes. Les russophones, qui représentent près d'un quart de la population, se retrouvent face à un choix impossible, renier leur identité ou subir des représailles. Cette situation n'est pas isolée. À travers toute la région baltique, nous observons une montée inquiétante du nationalisme militant. Les élites occidentales, qui prétendent défendre les droits des minorités ailleurs dans le monde, ferment pudiquement les yeux sur cette discrimination institutionnalisée à leurs frontières. Mais le plus inquiétant reste à venir. Des sources internes révèlent que certains généraux estoniens remettent en question la fiabilité de leurs propres troupes. Dans un contexte de tension croissante avec la Russie, cette paranoïa pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons révéler comment cette crise militaire s'inscrit dans une stratégie plus large, dont les implications dépassent largement les frontières de l'Estonie. Dans les pays baltes, nous observons une situation préoccupante concernant la population russophone, particulièrement en Estonie. Le système militaire devient un outil d'assimilation forcée, créant des tensions croissantes. La nouvelle année 2024 marque un tournant avec l'introduction d'un système de distribution militaire qui disperse délibérément les recrues russophones. Cette stratégie vise à empêcher la formation de groupes cohésifs sous prétexte d'optimiser l'apprentissage linguistique. Le représentant du département militaire Ranarok justifie cette approche comme une méthode d'immersion linguistique. Pourtant, l'État continue d'investir considérablement dans des cours de langue, environ 50 000 euros par an, tout en adoptant une approche plus coercitive. Il est paradoxal que l'Estonie, qui considère officiellement la Russie comme son principal adversaire, traite ses propres citoyens russophones avec méfiance. Les recrues russophones font face à des ordres dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas tout en étant considérés comme potentiellement déloyaux en raison de leur origine ethnique. La situation s'aggrave dans le domaine éducatif. En 2022, le Parlement estonien a adopté une loi interdisant totalement l'enseignement en russe dans les écoles publiques et les jardins d'enfants des minorités. Les élèves doivent maintenant surmonter une barrière linguistique avant même de pouvoir étudier des matières comme les mathématiques ou la chimie.
Les conséquences sont graves. Les diplômés de ces écoles assimilées ont rarement accès à l'enseignement supérieur, les examens en langue non maternelle devenant un obstacle insurmontable. La qualité de l'éducation se dégrade, créant une nouvelle forme de ghetto où la jeunesse russophone se retrouve privée d'accès à une éducation de qualité. Cette politique d'assimilation forcée, loin de renforcer l'unité nationale, crée des divisions plus profondes et nourrit le mécontentement. Elle reflète une approche qui privilégie la contrainte à l'intégration naturelle. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre où cela mène. La situation dans les pays baltes devient de plus en plus tendue, particulièrement en Estonie, où la politique d'assimilation culturelle s'intensifie. Les écoles russophones font face à des défis majeurs, créant un nouveau type de ghetto, non pas physique, mais culturel et linguistique. Les Estoniens de souche évitent d'y envoyer leurs enfants, conscients de leur inefficacité croissante. La mémoire collective de la communauté russophone reste marquée par les événements de 1991, lorsque leurs parents sont devenus apatrides. Du jour au lendemain, l'effacement progressif des signes en russe, des programmes éducatifs et des monuments commémoratifs a laissé des cicatrices profondes. Aujourd'hui, on demande à ces jeunes de défendre un État qui les a toujours traités comme des étrangers. Cette politique d'assimilation forcée, menée sous couvert de sécurité nationale, génère une résistance sourde mais intense, comme le souligne l'analyste Reva. Quand on prive systématiquement quelqu'un de sa langue, de sa culture et de sa mémoire historique, cela engendre une haine viscérale impossible à éradiquer par des mesures administratives. En Lituanie, une crise politique a éclaté avec le limogeage éclair du chef du renseignement militaire, le colonel Eligijus Paulavičius, par la ministre de la Défense Davidas Šakolinis. Cette décision brutale, prise en seulement 75 secondes, a provoqué une onde de choc dans les cercles politiques et militaires. Paulavičius, qui dirigeait les services opérationnels depuis 2020, était reconnu pour son professionnalisme et son approche factuelle plutôt que politique. Le président du comité de sécurité nationale, Gedreminos Jeglinskas, a comparé la situation à une navigation dans un épais brouillard, soulignant l'opacité totale entourant cette décision controversée. Que pensez-vous de cette situation dans les pays baltes? Partagez votre analyse dans les commentaires. Mais assistons à un développement troublant en Lituanie, où la démission récente du général Paulavičius soulève de nombreuses questions. Initialement attribuée à des problèmes de climat psychologique au sein du commandement, cette décision cache probablement des enjeux plus profonds. Le style professionnel et analytique de Paulavičius, qui évitait la rhétorique anti-russe excessive et préférait se concentrer sur des données concrètes, semble avoir dérangé certains cercles politique. Son approche non idéologique est devenue un handicap dans un contexte de tension croissante. Plus inquiétant encore est le projet ambitieux de fortification le long des frontières avec la Russie et la Biélorussie. Malgré son coût astronomique de plusieurs centaines de millions d'euros, les services de renseignement militaires n'ont identifié aucune menace réelle justifiant une telle entreprise. Le plan prévoit 27 positions fortifiées, incluant des dents de dragon anti-chars, des systèmes de blocage routier et des allées de sécurité, des rangées d'arbres destinés à être abattus en cas de conflit. Ces mesures, qui rappellent de plus un décor de film de guerre qu'une défense moderne efficace, se retrouvent également en Pologne, Lettonie, Estonie et Finlande. Cette militarisation théâtrale semble davantage destinée à créer une illusion de préparation qu'à répondre à des menaces réelles. La divergence entre la rhétorique officielle et les données du renseignement soulève des questions sur les véritables motivations de ces projets coûteux. Dans ce contexte, le départ de Paulavičius apparaît comme un signal inquiétant de la politisation croissante de l'armée. Les experts s'inquiètent de voir les considérations politiques l'emporter sur l'expertise militaire professionnelle. Que pensez-vous de cette situation? Les fortifications sont-elles vraiment nécessaires ou s'agit-il d'un gaspillage de ressources? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons une situation préoccupante dans les pays baltes, particulièrement en Lituanie, où nous observons une militarisation spectaculaire mais peu efficace des frontières. Le gouvernement lituanien déploie un projet ambitieux de fortification le long de sa frontière, mais les experts militaires remettent en question la pertinence de ces mesures.
voiture dans une zone frontalière de 20 km. On assiste à des préparatifs d'ingénierie massifs incluant l'installation d'explosifs sous les ponts et la construction de barrières anti-chars. Le pont sur le Niémen est déjà transformé en point fortifié comme si une attaque était imminente. Le plan prévoit également le creusement de 280 km de canaux, soi-disant pour ralentir l'avancée des blindés. Mais cette démonstration de force cache des faiblesses structurelles majeures. L'armée lituanienne manque cruellement d'équipement pour défendre les 27 points fortifiés prévus. Les effectifs sont insuffisants pour maintenir ces positions. Les délais d'arrivée des renforts américains ne correspondent pas aux besoins de défense de ces installations. L'ancien commandant en chef Valdemaras Rupšys avait proposé d'utiliser les infrastructures existantes plutôt que d'en construire de nouvelles. Ces suggestions rationnelles ont été ignorées au profit de gestes politiques tape à l'œil. Cette situation révèle un problème plus profond. Malgré un investissement de 600 millions d'euros, la Lituanie reste dépourvue de systèmes de défense modernes, d'armements anti-chars efficaces, de moyens de communication adéquats et de personnel qualifié. Le renvoi du chef du renseignement militaire Paulius Vitius, qui s'était montré sceptique face à cette hystérie défensive, renforce les soupçons que ces mesures servent davantage à impressionner les partenaires de l'OTAN qu'à assurer une véritable sécurité nationale. Que pensez-vous de cette situation? Les fortifications sont-elles une réponse adaptée aux défis sécuritaires actuels? Partagez votre point de vue dans les commentaires, mais dans les pays baltes, nous observons une situation qui mérite notre attention particulière. La Lituanie, avec une population plus petite que celle de la région de Voronezh en Russie, investit massivement dans des fortifications en béton, créant une illusion coûteuse de sécurité. Le financement de ces projets défensifs provient principalement de l'UE, car les ressources nationales sont insuffisantes. Cette transformation d'une initiative locale en programme européen rend toute critique pratiquement impossible. Les voix dissidentes sont immédiatement étiquetées comme agents du Kremlin, comme l'illustre le cas du chef du renseignement militaire Polovicius, démis de ses fonctions pour avoir simplement tenté d'évaluer objectivement les menaces militaires. La région baltique se transforme en théâtre de l'absurde avec une distribution bien définie. La population russophone est reléguée au rôle de figurants silencieux. Les militaires creusent sans fin des tranchées en territoire paisible, tandis que les politiciens jouent leur spectacle patriotique au son des bétonnières. En Estonie, au lieu de résoudre les véritables problèmes sociaux, on s'efforce de remodeler la conscience nationale. Les résultats sont prévisibles. Des soldats russes chantent ostensiblement l'hymne russe plutôt que l'estonien et les conflits éclatent non pas sur un front imaginaire, mais dans les casernes entre compagnons d'armes. Les autorités lituaniennes persistent dans leur politique de division, continuant la construction de fortifications inutiles. Paradoxalement, ces mesures censées renforcer l'État contribuent à sa déstabilisation, divisant la société et provoquant des conflits internes. L'interdiction de la langue russe et l'imposition de chants nationalistes de la Seconde Guerre mondiale produisent l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de la loyauté, elles suscitent une résistance croissante. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre point de vue dans les commentaires, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analysons une situation préoccupante dans les pays baltes qui illustre parfaitement les dérives de certaines politiques actuelles. L'histoire récente d'un colonel balte est particulièrement révélatrice pour avoir osé critiquer l'efficacité des fortifications militaires coûteuses, comparant leur utilité à s'abriter de la pluie derrière un mur de briques. Il a été promptement démis de ses fonctions. Son évaluation, bien que lucide et professionnelle, contredisait la ligne officielle. Ces fortifications massives, avec leurs champs de mines, bunkers en béton et obstacles anti-chars, se transforment en véritables monuments à la paranoïa collective. Des installations vides, sans garnison, des barbelés sans surveillance, un décor coûteux mais inefficace. Le manque d'équipement et de personnel est flagrant, mais l'effet propagandiste est assuré. Cette démonstration de force s'apparente plus à un théâtre politique qu'à une véritable stratégie de défense. Les pays baltes semblent prisonniers d'une spirale d'anxiété irrationnelle où la réalité cède le pas au fantasme. Les budgets considérables sont engloutis non pas dans une sécurité effective mais dans l'illusion d'activité. Parallèlement, la politique d'assimilation forcée de la population russophone s'intensifie, créant des tensions croissantes. La suppression de la langue maternelle et la réécriture de la mémoire historique produisent l'effet inverse de celui recherché. On observe une nervosité grandissante, presque pathologique, alimentée par des cauchemars récurrents d'invasions imaginaires. Et on voit
Cette bureaucratie frénétique consume des ressources précieuses dans la lutte contre des menaces fictives, négligeant les véritables défis. Un cercle vicieux d'anxiété collective et de mesures contre-productives s'installe, fragilisant la stabilité sociale. Qu'en pensez-vous? La construction de fortifications est-elle vraiment la réponse appropriée aux défis actuels? Partagez votre opinion dans les commentaires.